Les humains sont des maîtres de l'adaptation et de la survie. Et peu de cultures le prouvent aussi clairement que les Inuits. La leur est l'une des plus grandes histoires de survie. Non seulement face aux rigueurs de la vie dans les régions les plus septentrionales de notre planète, mais aussi contre les vagues de colonisation et d'assimilation. Les Inuits n'aiment pas le nom « Esquimau », car sa véritable signification est absolument odieuse. Les Inuits vivent dans certaines des régions les plus froides de la Terre. La plupart se trouvent dans l'Arctique canadien, mais ils vivent également au Groenland, dans l'État américain de l'Alaska, au Danemark et en Russie. Au total, leur population est estimée à environ 180 000 personnes. Inuit signifie « les gens » en deux Inuktitut. Une personne inuit est appelée un Inuk. C'est le nom le plus communément accepté, mais les Inuits ont des noms uniques pour distinguer les différentes régions. Au Groenland, on les appelle Kalaallit, Inuit ou It. Ces termes désignent respectivement les Groenlandais de l'Ouest, ceux du district de Thulé et les Groenlandais de l'Est. Au Canada, ils sont appelés Inuvialuit, Inuinaisit et Inuits. Dans le nord de l'Alaska, les Inuits s'appellent eux-mêmes Inupiat, tandis que dans le sud-ouest de l'Alaska, ils utilisent des noms comme Yupik et Shupik. En Russie, on les appelle également Yupik, Yupiget et Sukpia. Au Canada, la patrie des Inuits est appelée Inuit-Nunangat, ce qui signifie l'endroit où vivent les Inuits. Il y a 4 régions du pays qui composent l'Inuit-Nunangat. Nunavut, les territoires du nord-ouest, le Yukon appelé Inuvialuit, le nord du Québec appelé Nunavik, et le Labrador appelé Nunatsiavut. La langue inuit est appelée Inuktitut. Bien qu'elle soit parlée dans tout l'Inuit-Nunangat, chaque région a son propre dialecte unique. L'Inuktitut peut être écrit avec l'alphabet latin ou avec des syllabiques, ou des symboles représentent des sons au lieu de lettres. Selon les anthropologues, les Inuits sont les descendants du peuple Thulé, un groupe qui apparaît dans les archives historiques vers l'an 1000 de notre ère. Les Thulés se sont répandus à travers l'Arctique, atteignant le Canada puis le Groenland vers 1100. Les Vikings furent les premiers Européens que les Inuits rencontrèrent. L'île de Skræling, un site archéologique à Nunavut, a permis la découverte de dizaines d'objets et d'œuvres d'art nordiques, suggérant un système d'échange prospère entre les Inuits et les Vikings. Vers le milieu du XVIe siècle, les Inuits ont rencontré des pêcheurs et des baleiniers européens qui ont construit des stations baleinières le long de la côte du Labrador. Les Inuits n'ont pas perturbé leurs activités commerciales, mais les raids hivernaux pour obtenir des outils et des objets en fer devinrent rapidement un problème pour les stations baleinières. Avec l'aide des missionnaires de l'Église morave, les baleiniers parvinrent à mettre fin aux raids inuits. Les missionnaires s'allaient fournir du fer et des outils aux Inuits, afin qu'ils n'aient plus besoin de voler pour les obtenir. Tout au long du XIXe siècle, les Inuits furent des partenaires commerciaux précieux pour les explorateurs et pêcheurs européens, et travaillèrent même avec la célèbre compagnie de la baie de Hudson. Cependant, bien qu'ils aient entretenu une relation pacifique avec ces nouveaux arrivants, l'arrivée des Européens se révéla malheureusement fatale pour les communautés inuites. Avec les marchandises comme armes commerciales, les Européens apportèrent de nouvelles maladies aux Inuits. Sans immunité contre des maladies comme la variole et la tuberculose, les communautés inuites furent dévastées par des taux de mortalité élevés. Pendant un temps, comme les terres inuites étaient si froides et inhospitalières, elles n'intéressaient pas le gouvernement canadien. Mais une fois que le gouvernement eut colonisé le reste du pays, il tourna son regard vers le nord. En 1939, la Cour suprême du Canada statua que les Inuits, comme tous les autres groupes autochtones, relevèrent de la juridiction du gouvernement canadien. Dans les années qui suivirent, les Inuits virent nombre de leurs traditions criminalisées et étouffées, tandis que la GRC fut envoyée pour faire respecter la loi canadienne et assimiler les communautés inuites avec des rituels comme le Sikitik,
qui mêlait chamanisme et christianisme. De nombreux Inuits furent convertis au christianisme. Les Inuits sont des chasseurs et des pêcheurs très habiles. Pour survivre dans l'Arctique, ils dépendent d'un régime alimentaire riche en protéines et en graisses. Ils obtiennent la plupart de ces nutriments à partir de poissons, de baleines, de phoques, de caribous et de bœufs musqués. Cultiver des plantes est presque impossible dans l'Arctique. Ainsi, les Inuits ont traditionnellement cherché des légumes verts et des végétaux comme des tubercules, des racines, des baies, des herbes et des algues. Dans les communautés inuites d'aujourd'hui, les fruits, les légumes et le lait peuvent être importés. Mais comme les aliments doivent être transportés sur de longues distances, ils sont souvent très chers, d'une disponibilité limitée et moins frais que les aliments d'un supermarché typique. Selon des études, bien que le régime alimentaire traditionnel inuit contienne très peu de matière végétale, ils parviennent toujours à obtenir des nutriments adéquats comme la vitamine C grâce à une alimentation à base de viande crue. Cependant, malgré ces conclusions, l'espérance de vie des Inuits modernes est d'environ 12 à 15 ans, inférieure à celle de la moyenne des Canadiens. Bien que certains pensent que cela est lié au régime alimentaire traditionnel des Inuits, le manque d'accès aux services médicaux est probablement un facteur important dans cette statistique. Les tatouages faciaux appelés kakinit sont une tradition ancienne parmi les femmes inuites. Pendant près de 4000 ans, les femmes ont utilisé ces tatouages pour signifier des aspects importants de leur communauté, comme leur famille, leur origine, leur réalisation dans la vie et leur statut dans la communauté. Traditionnellement, les aiguilles pour les tatouages kakinit étaient d'aides de tendons de caribou étroitement torsadés en un fil fin. Le fil était ensuite trempé dans de la suie, puis utilisé pour réaliser un tatouage par un procédé appelé couture de la peau, où le fil imbibé d'encre était piqué sous la peau. Une fois le tatouage terminé, il était stérilisé avec un mélange de suie et d'urine. De nos jours, cependant, beaucoup optent pour une machine à tatouer moderne, ou la méthode du stick and poke. Lorsque les missionnaires catholiques rencontrèrent les Inuits au début du XXe siècle, ils interdirent aux femmes de se tatouer le visage. Heureusement, les Inuits modernes ont revendiqué cette pratique, et elle connaît un regain de popularité. Plus qu'une simple forme d'art magnifique, les tatouages faciaux inuits sont également liés aux légendes et aux croyances spirituelles inuites. De nombreux motifs de kakinit font référence à la déesse de la mer, Sedna. On dit que porter les kakinit garantissait à une femme de pouvoir aller dans un lieu heureux dans l'au-delà. Sedna n'autorisait pas les femmes à entrer dans l'au-delà sans ces tatouages. Certaines âmes malheureuses étaient les mêmes envoyées dans le pays des affligés, où elles devaient passer l'éternité avec la tête baissée et de la fumée s'échappant de leur gorge. La punition de Sedna pour les femmes sans tatouages faciaux est sévère. Mais cela est probablement dû au fait que Sedna est une divinité vengeresse, et à juste titre, étant donné la tragédie de son histoire. Il existe de nombreuses versions du triste conte de Sedna, mais dans chacune, après une dispute ou une catastrophe, le père de Sedna l'emmène en mer dans son kayak et la jette par-dessus bord. Sedna s'accroche au kayak, mais son père lui coupe les doigts, l'envoyant sombrer dans les profondeurs aquatiques. Au fond de l'océan, Sedna se transforme en déesse de la mer. Ses doigts coupés deviennent les phoques, les baleines et les morses dont les Inuits dépendraient. Pour éviter la colère de Sedna, il était de coutume pour les chasseurs inuits de prier pour sa bonne fortune et de libérer des animaux des profondeurs pour qu'ils puissent les attraper. À Qilalugok Nunavut, les gens faisaient des offrandes à Sedna en jetant de vieux harpons, des couteaux cassés et des morceaux de viande et d'os dans l'océan. Traditionnellement, les Inuits chassaient les animaux marins depuis des bateaux monoplaces appelés kayaks. Nous les connaissons aujourd'hui sous le nom de kayaks. Les kayaks inuits étaient recouverts de peau de phoque et impressionnaient les Européens
par leur incroyable flottabilité et leur capacité à être redressés tout en restant assis, même si le bateau était complètement à l'envers. L'umiak, ou bateau des femmes, était un autre engin maritime important pour les Inuits. Ces bateaux étaient grands, mesurant environ 6 à 12 mètres de long, et pouvaient transporter des personnes, des chiens et des marchandises. En hiver, les Inuits chassaient les animaux marins, en surveillant les trous de respiration dans la glace. Ils devaient attendre patiemment que les phoques et les morses remontent pour respirer. Les ours polaires utilisaient également cette technique de chasse. Pour chasser les phoques et les baleines, les harpons étaient l'arme de choix des Inuits. Ils pouvaient utiliser des harpons depuis leur kayak ou lors de la pêche sur glace. Les traîneaux à chiens, appelés kwamutik, étaient une forme importante de transport pour les Inuits. Les traîneaux étaient faits de bois, d'os d'animaux et de fanons de baleines. Avec une équipe de chiens, les traîneaux pouvaient être tirés sur de longs trajets sur la terre ou la glace. En plus du transport, les chiens étaient des compagnons de chasse importants et étaient souvent utilisés pour repérer les phoques et harceler les ours polaires. Ils protégeaient également les villages contre les ours et les étrangers. Les Inuits aimaient les races de chiens puissantes comme le husky, tels que le husky sibérien, le malamute d'Alaska et l'Inuit canadien, l'animal officiel du Nunavut. En mer, les Inuits utilisèrent les étoiles pour naviguer. Sur terre, ils utilisaient des repères naturels ou créaient des inukshuk pour marquer leur chemin. Les Inuits du Groenland fabriquaient des cartes en bois d'Ammassalik, qui étaient des représentations sculptées des côtes groenlandaises. Les vêtements inuits étaient faits de peau et de fourrure d'animaux, ce qui les gardait au chaud dans l'Arctique glacial. Les peaux de caribou et de phoque étaient les plus couramment utilisées. Il fallait des semaines pour préparer les peaux pour en faire des vêtements. Ces peaux étaient donc incroyablement précieuses. En conséquence, au lieu de jeter les vieux vêtements, ils étaient réutilisés comme literie ou démontés pour fabriquer de nouveaux vêtements. Selon la météo et le terrain, les Inuits pouvaient porter jusqu'à 5 couches de chaussettes, de bottes et de surbottes. Traditionnellement, elles étaient de peau de phoque imperméable et de peau de caribou chaude. Mais aujourd'hui, les bottes sont parfois fabriquées en toile épaisse ou en dénime. Les parkas inuits sont appelés anoraks. Bien que les styles de ces parkas varient selon les régions, les parkas pour hommes ont tendance à être plus amples au niveau des épaules, avec une capuche ajustée qui les gardait au chaud sans obstruer leur vision pendant la chasse. Les parkas des femmes sont appelés amauti. La partie arrière d'un amauti était conçue avec un petit espace sous la capuche, permettant à une femme de porter un bébé sur son dos et de le protéger du froid. Les igloos sont une forme de logement temporaire que certains Inuits utilisent pendant l'hiver. Ils sont construits en neige et utilisés par les Inuits au Canada et dans la région de Kalaallit au Groenland. Bien que les igloos soient faits de neige, ils se réchauffent rapidement. Avec juste un peu de chaleur corporelle, un igloo peut atteindre une température de 7 à 16 degrés Celsius ou 19 à 61 degrés Celsius. Il est également possible d'allumer un petit feu dans l'igloo. La chaleur à l'intérieur de l'igloo fait fondre une fine couche de glace, qui devient une isolation après avoir regelé à cause du froid extérieur. Lorsque les températures sont au-dessus de zéro, les Inuits vivent dans des tentes appelées tupilaks. Les cadres des tupilaks sont faits de bois ou d'os, puis recouverts de peaux d'animaux. Certains Inuits utilisent également du bois flotté pour fabriquer leurs tentes. Les Inuits fabriquaient la plupart de leurs outils à partir d'os d'animaux et de pierres comme la stéatite. L'ivoire de morse était très prisé et utilisé pour fabriquer des couteaux. Les Inuits utilisaient également le météorite de Cape York. Ils l'ont utilisé pendant des siècles, mais ont dû arrêter après qu'il fut vendu au Musée américain d'histoire naturelle en 1883. En ce qui concerne la répartition des tâches, les hommes s'occupaient généralement de la chasse et de la pêche,
tandis que les femmes prenaient soin des enfants, entretenaient le foyer et faisaient la plupart de la cuisine. Cependant, il n'était pas rare de voir des femmes partir à la chasse, et les hommes devaient être compétents dans les tâches domestiques comme la couture et la cuisine, car leur chasse pouvait les éloigner du camp pendant des jours. Bien que les hommes soient responsables de la plupart des chasses, les femmes étaient celles qui dépeçaient, écorchaient et cuisinaient la viande. On croyait que le respect et le soin des femmes pour les animaux lors du dépeçage aidaient les hommes à réussir leur future chasse. En raison des conditions de vie difficiles dans l'Arctique, les gens comptaient généralement sur un partenaire pour survivre, ce qui faisait du mariage une nécessité, plutôt qu'un choix. À cet effet, les mariages inuits étaient généralement arrangés à la naissance. Bien qu'il y ait eu des cas de mariage d'amour, même ceux-ci étaient généralement organisés par les familles des fiancés. Les jeunes femmes pouvaient se marier dès la puberté, mais les hommes devaient attendre de prouver qu'ils étaient des chasseurs compétents, capables de subvenir aux besoins d'une famille. Bien que les familles puissent échanger des cadeaux avant une réunion, les mariages inuits n'étaient pas célébrés avec de grandes cérémonies, et le couple n'était véritablement considéré comme marié qu'après la naissance de leur premier bébé. Pour la plupart, les Inuits étaient monogames, mais des cas de mariage ouvert et de polygamie n'étaient pas inconnus. Cependant, il était très rare pour un homme d'avoir plusieurs épouses, car la rareté des ressources rendait difficile pour un homme de subvenir aux besoins de plus d'une famille. Chaque partie dans un mariage pouvait demander le divorce, mais cela était généralement mal vu, car considéré comme une fracture non seulement dans la famille, mais aussi dans toute la communauté. Une alternative courante au divorce était d'échanger des partenaires avec le voisin. Parce que les ressources étaient rares et les communautés petites, les Inuits maintenaient une forte culture du prêt et de l'emprunt. Si quelqu'un avait besoin de nourriture ou de fourniture, il était mal vu de lui refuser de l'aide sans une bonne raison. Par exemple, si vous aviez 2 paires de bottes et que votre voisin en avait besoin d'une, on s'attendait à ce que vous lui donniez une paire. Mais si vous n'aviez qu'une seule paire de bottes pour vous-même, vous pouviez refuser la demande de votre voisin. Les foyers inuits étaient souvent composés de plus d'une famille. Il n'était pas rare que les gens vivent avec leurs enfants et leurs parents, ou leurs frères et sœurs, et des parents adoptifs. Toute la nourriture et les autres ressources étaient partagées au sein du foyer et de la communauté en général. Pendant longtemps, les gens ont cru à tort que les Inuits pratiquèrent la sénocide, c'est-à-dire le meurtre des personnes âgées. Cette théorie n'a aucun fondement, étant donné que les aînés sont généralement ceux qui transmettent l'histoire orale et les connaissances communales d'une tribu. En cas de froid extrême et de famine, une mère inuite pouvait faire le choix déchirant d'abandonner son bébé. Ce choix n'était pas pris à la légère, et parfois les bébés avaient de la chance d'être trouvés et recueillis par une autre famille. Les anthropologues pensaient à tort que les Inuits tuaient les bébés présentant des malformations congénitales. Mais la découverte d'un site funéraire ancien a changé cette théorie. Dans les années 1980 et au début des années 1990, une tempête a causé une érosion massive dans les falaises près de Barrow, en Alaska. Cela a mis au jour les restes d'une ancienne maison et les restes momifiés gelés d'une famille inuite vieille de plus de 800 ans. L'un des membres de la famille était Agnayak, ou petite fille, et son autopsie a révélé que les Inuits ne laissaient pas les enfants présentant des malformations congénitales mourir. Au contraire, ils prenaient grand soin d'eux. D'après les autopsies, Agnayak et sa famille sont mortes de faim. Mais l'autopsie a également montré qu'Agnayak était né avec une malformation génétique qui l'empêchait de marcher. Malgré cela, l'état de ses poumons suggérait qu'elle avait passé sa vie près de sa mère et d'un feu de cuisson. Elle fut également enterrée avec soin, vêtue d'un parka chaud aux côtés d'un petit toboggan fait d'os de baleine. Traditionnellement, la spiritualité inuite était une forme d'animisme,
dans laquelle on croyait que toute chose avait une sorte d'âme. Les chamans inuits sont appelés Angakuk, et ils peuvent être appelés à implorer les esprits pour obtenir de l'aide ou à médier des conflits entre les membres de la communauté. Bien que n'importe qui puisse devenir un Angakuk, ce rôle était généralement assumé par des hommes. Parfois, un Angakuk entraînait son fils pour reprendre les fonctions chamaniques après lui, tandis que d'autres fois, un jeune montrait des pouvoirs sous forme de rêves ou de prophéties, ce qui le poussait à être formé par l'Angakuk actuel. À moins que la communauté n'ait besoin d'aide spirituelle ou de médiation, l'Angakuk vivait comme tout le monde, contribuant à la communauté par la chasse ou d'autres travaux. Les familles pouvaient faire appel à l'Angakuk pour ses compétences en divination et en interprétation des rêves. Mais une forme de compensation était attendue pour ces bénédictions. Les Inuits n'ont pas vraiment un système formel de loi, mais il y a 3 principes que les gens doivent suivre. Maligar, signifiant les choses à suivre, Tirigusuziet, signifiant les choses à faire, et Pigje, signifiant les choses à éviter. Aller à l'encontre de ces principes est censé apporter la malchance, comme des chasses infructueuses à la communauté. Pour régler les différends, l'Angakuk entreprend un voyage spirituel pour découvrir ce qui a causé le malheur entre les parties en conflit. À son retour de ce voyage, l'Angakuk interrogeait les personnes impliquées dans le différend. Et pensant qu'il savait déjà qui était coupable, ceux qui étaient interrogés confessaient généralement leurs méfaits. Une admission de culpabilité était souvent considérée comme une punition suffisante pour la plupart des infractions. Si une pénitence était requise, la personne pouvait avoir à nettoyer les pots d'urine du clan ou à échanger sa femme. Bien que l'Angakuk fasse encore partie de nombreuses communautés inuites contemporaines, ils ne sont plus autant sollicités qu'auparavant. De nombreux Inuits ont adopté des croyances chrétiennes ou ont même vu leurs traditions spirituelles se mêler à des concepts chrétiens. Les objets sculptés sont un élément essentiel de l'art inuit. Historiquement, ils sculptaient des objets à partir de défenses ou d'ivoire de narval. Mais aujourd'hui, la pierre tendre, comme la stéatite et la serpentinite, sont les supports préférés. Les sculptures miniatures d'humains et d'animaux étaient des motifs courants dans l'art inuit. Les représentations d'activités quotidiennes, comme la chasse à la baleine, la chasse et le camping, étaient dits populaires dans les sculptures de bois flotté et d'os. Après que les Inuits ont rencontré les baleiniers européens, l'art inuit et les outils décorés devinrent des marchandises importantes pour le commerce. Les Inuits troquaient des choses comme des miniatures en ivoire, des sculptures de scènes de paysages et des instruments de musique en échange de thé, d'alcool et d'armes. Dans les années 1950, l'impression par bloc est devenue un support clé dans l'art inuit. À cette époque, le gouvernement canadien encouragea les Inuits. La nécessité de produire de l'art en masse a conduit à une popularité croissante de l'impression. Plutôt que d'utiliser du linoléum ou du caoutchouc, de nombreux artistes inuits utilisèrent des pierres pour leurs impressions par bloc. Historiquement, les imprimeurs par bloc étaient également des sculpteurs sur pierre compétents, mais aujourd'hui, le choix de la pierre est principalement dû à sa disponibilité facile. Aujourd'hui, l'art et les textiles inuits sont populaires à travers le Canada. Le pays a également adopté certains symboles inuits comme symboles nationaux, comme l'Inukshuk, qui fut affiché aux Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver. Il existe également plusieurs galeries d'art, comme la Winnipeg Art Gallery, réputée pour leur collection d'art inuit. À l'échelle mondiale, les Inuits sont représentés par le Conseil circumpolaire inuit, une organisation non gouvernementale reconnue par les Nations unies. Le Conseil circumpolaire inuit promeut les droits et le bien-être des Inuits et d'autres peuples autochtones. Ils prennent souvent position sur des questions environnementales comme le changement climatique, car ces problèmes affectent de manière disproportionnée les communautés inuites. Au Canada, les Inuits ont une gouvernance complète sur le territoire de Nunavut,
Nunavut faisait autrefois partie des territoires du Nord-Ouest jusqu'au 1er avril 1999, date à laquelle il est devenu sa propre juridiction officielle. Aujourd'hui, c'est le territoire le plus vaste et le plus septentrional du Canada. La vie inuite a beaucoup changé au cours du dernier siècle. Au lieu des traîneaux à chiens et des harpons, la plupart utilisant des motoneiges et des fusils, et plutôt que de voyager comme nomades, les établissements avec des opportunités de revenus stables sont devenus la norme. Pourtant, certaines choses ne changeront jamais, comme la culture durable et les traditions des Inuits. Heureusement, certains aspects de la culture inuite ont non seulement connu une renaissance parmi les communautés inuites, mais sont également devenus des parties vibrantes de la société non autochtone. Autrefois, les Inuits étaient appelés Esquimaux, mais ce terme était considéré comme extrêmement offensant. On pense que le mot Esquimau se traduit par quelque chose comme « les mangeurs de poissons crus », utilisé de manière péjorative pour distinguer les Inuits des autres tribus autochtones au Canada. Depuis lors, les gens utilisent d'Inde le nom préféré des Inuits, en signe de respect pour leur culture et leurs traditions. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à nous donner un pouce levé et à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos formidables.